Franklin Nyamsi a fait une déclaration importante qui a secoué le débat public, dénonçant les pratiques néocoloniales de certaines puissances occidentales en Afrique. Selon lui, ces interventions extérieures, loin de promouvoir la stabilité, exacerbent les conflits et empêchent l'Afrique de prendre en main son propre destin. Nyamsi a appelé à une prise de conscience collective et à un renforcement de la souveraineté des nations africaines face à l'ingérence étrangère. Maintenant, on va procéder paragraphe par paragraphe. On va lui donner morceau par morceau la leçon qu'il mérite à ce pseudo-journaliste et à ce pseudo-géopolitologue. Et comme ça, tous ceux qui s'aventurent dans les questions africaines à partir de Paris sauront que les Africains sont vaccinés contre leurs nuisances. Les Africains ont leur contrepoison. Nous avons leurs médicaments, leurs fétiches. Et ils sont attachés au fond de nos canaries, ces individus. Terminé. Ils n'en sortiront pas. Commençons par Barkhane, le temps béni du Mali. Le titre de l'article même est une incongruité. L'État malien n'a jamais demandé à l'armée française de se rendre sur son territoire. En 2013, le 9 janvier, celui qui fait office de chef de l'État malien s'appelle le professeur Dioncounda Traoré. Il est vivant, il est à Bamako. Quand il écrit au président français François Hollande, il demande au nom de la République du Mali, ayant appris qui déferlent depuis la Libye, ont l'intention de venir sur Bamako, il demande à la France deux choses, deux services. Premier service, un appui feu aérien, c'est-à-dire comme l'armée française dispose d'une aviation opérationnelle au Sahel, qu'elle aide l'armée malienne en bombardant les colonnes. Et la deuxième aide demandée par le Mali à la France, c'est de donner à l'armée malienne le renseignement aérien, puisque la France dispose de satellites au-dessus du Sahel, qu'elle donne la carte des mouvements de l'ennemi à l'armée malienne. L'armée malienne, elle, s'engageait sous le président Dioncounda Traoré à mener le combat au sol. Il n'était pas question qu'un seul soldat français descende sur le sol malien. C'est donc contre la volonté et du peuple malien et des autorités maliennes. Et nous avons la lettre originale adressée par le président Dioncounda Traoré au président Hollande. C'est contre la volonté du peuple et des autorités maliennes que François Hollande envoie pratiquement 6 000 hommes sur le sol malien. Et c'est sur ces conditions, c'est sur cette base que vont prospérer toutes les opérations militaires françaises jusqu'à la décision de leur retrait sous le président Assimi Goïta. Donc si Lou Vialet était quelqu'un de réfléchi, il commencerait même par ne pas donner ce titre à son article. Barkhane n'a jamais représenté le temps béni du Mali. Barkhane représentait une période d'occupation néocoloniale du sol malien par l'armée française. Paragraphe suivant, prenons le chapeau. Il dit que le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir. C'est faux. Ce sont les Maliens qui dirigent le Mali. Le président du Mali s'appelle Assimi Goïta. Le premier ministre du Mali s'appelle le général de division. Oui, donne-moi. Voilà. Ma modération me dit, continue d'écrire Good Live. N'hésitez pas à mettre des emojis côté TikTok, parce qu'il continue de nous attaquer sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des emojis côté TikTok et à écrire Good Live. Parce qu'ils continuent d'attaquer, ils essayent de signaler le live. Mais pourtant, je fais un travail honnête là. Je lis l'article du type, et ensuite je le critique. Comment on peut dire que ce que je fais là n'est pas sérieux? C'est très sérieux. Et ce n'est pas la première lecture. Hein. Je l'ai lu au moins 10 fois. Depuis que j'ai acheté le journal, j'ai lu l'article 10 fois. Je connais l'article là presque par cœur. Et je donne d'abord lecture de l'article à mes amis. Mes amis qui écoutent cette émission savent ce que l'adversaire dit. Maintenant, je le déconstruis et vous vous mettez à pleurer. Vous attaquez mes machines, vous faites tout. Écrivez Good Live, faites des emojis et surtout partagez. N'oubliez pas de partager l'émission. Partagez l'émission massivement. Alors, le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir. En soutien à la junte militaire, les mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur en systématisant massacres et pillages dans certaines régions,
Notre envoyé spécial a rencontré des survivants de cette épuration ethnique. Le chapeau est un mensonge. D'abord, ce sont les Maliens qui dirigent le Mali. Je dis bien le président Assimi Goïta, le premier ministre Abdoulaye Maïga, le président du conseil de transition. Hein, on les connaît tous. Les Maliens qui dirigent le Mali. Il n'y a pas un Russe qui dirige le Mali. C'est faux. Des mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur. Il n'y a pas de Wagner au Mali. Il y a des alliés russes de l'armée malienne. Le Mali a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Et les Russes qui sont présents au Mali le sont officiellement, dans le cadre d'un accord de coopération entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils sont au Mali avec l'accord de l'État malien. Ils sont au Mali avec l'accord du peuple malien. Alors que l'armée française a été priée de quitter le Mali officiellement par l'État malien et le peuple malien. Voilà la vérité. Donc le chapeau ne vaut rien. Critiquer la présence des Russes au Mali n'est pas du... Critiquer la présence des Russes au Mali de la part d'un défenseur du colonialisme et du néocolonialisme français, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y aurait au Mali quoi? Des massacres, des pillages, etc. systématiques. C'est faux. Moi, je suis un visiteur régulier du Mali. Lou Vialet n'était pas au Mali. Et son fameux envoyé spécial n'existe pas au Mali. Il n'a aucun envoyé spécial au Mali. Son envoyé spécial, c'est son cerveau spécial qui fabrique des histoires spéciales afin d'abonder la thèse et les intérêts néocolonialistes français. Moi, je suis un visiteur du Mali, au moins 2 voyages par an, pratiquement depuis 10 ans. Lou Vialet ne connaît pas le Mali. L'article écrit sur le Mali est un tissu de mensonges. Premier paragraphe. Il y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal, déclarait fin novembre le président sénégalais. En 2 ans, l'armée française a battu en retraite du Mali, Burkina, etc. Elle s'apprête désormais à plier bagage du Tchad, du Sénégal et ses effectifs diminueront en Côte d'Ivoire, Gabon. Ce déclin accéléré n'est pas le fruit d'une stratégie pensée et planifiée par le président, mais le résultat d'un attentisme qui a fini par anéantir l'autorité de la France. Donc pour Lou Vialet, il aurait fallu que l'armée française s'impose par la force et qu'elle demeure en Afrique. Et que le président Macron a fait preuve de faiblesse. Ce premier paragraphe est basé sur, en fait, l'ignorance du rapport de force réel. L'armée française ne peut plus battre militairement les armées africaines à la guerre. Monsieur Vialet, dites que j'ai dit ceci. L'armée française, là, ne peut plus battre militairement les armées africaines à la guerre. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas battre militairement le Mali, le Burkina et le Niger. Et elle est en train de partir du Tchad parce qu'elle ne peut plus battre militairement les Tchadiens. L'armée française ne peut pas supporter une guerre contre le Sahel. Il n'y a pas de soldats français prêts à mourir pour coloniser et recoloniser le Sahel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'armée française capable de mener une guerre de recolonisation du Sahel. Donc vous devez écrire ceci. L'armée française a été contrainte de quitter le Mali, le Burkina et le Niger. Elle est contrainte de quitter le Tchad. Elle est contrainte de quitter l'Afrique parce qu'elle ne peut plus s'imposer militairement contre l'Afrique. Le président Macron a pris acte d'un rapport de force strictement militaire. Moi, je le dis parce que j'analyse le rapport de force militaire qui s'est constitué sur le terrain, notamment à partir de la naissance de l'alliance des États du Sahel et à partir de l'alliance entre le Mali et l'armée russe, l'alliance entre le Burkina Faso et l'armée russe, l'alliance entre le Niger et l'armée russe. L'armée française, militairement, n'était plus en capacité d'affronter une armée sahélienne. C'est pour cela que le président Macron retire les armées françaises. Si l'armée française avait une supériorité militaire écrasante sur les armées sahéliennes, elle les aurait écrasées et elle serait demeurée au Sahel. Prenez un exemple très simple. Analysez ce qui s'est passé au Niger avant que l'armée française se retire et même que l'ambassadeur de France se retire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un duel où le président Macron a menacé d'intervention militaire directe contre le Niger, n'est-ce pas? Il s'est même opposé au départ de son ambassadeur. Oui ou non? Mais finalement, qui a gagné le duel? Qui a gagné le duel, Lou Vialet? Nous étions là quand le président Macron a dit « on ne bouge pas ». Mon ambassadeur ne bouge pas, se comportant comme s'il était le régent du Niger, comme si l'État nigérien n'existait pas, que c'est l'État français qui était le super État nigérien. Au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé?
L'ambassadeur de France est parti, en courant, en se cachant, et l'armée française est partie. Vous savez pourquoi l'ambassadeur de France est parti? Est-ce que vous savez pourquoi l'ambassadeur de France est parti? Il est parti parce que l'armée française n'a pas été capable de gagner la guerre qu'elle envisageait contre le Niger. Nous savons qu'une guerre était envisagée contre le Niger. Cela a été confirmé par les propos du représentant spécial du chef de l'État français en Afrique, M. Jean-Marie Bockel. M. Bockel a dit que 2000 soldats français avaient été rapidement projetés à Abidjan pour intervenir militairement au Niger. Mais qu'est-ce qui les a empêchés de partir de Côte d'Ivoire pour prendre Niamey? C'est parce que, entre-temps, ils ont pris acte du fait que était née l'Alliance des États du Sahel, rassemblant les 3 armées sahéliennes, aujourd'hui, qui sont désormais une seule armée, dans l'espace de l'AES, Mali, Burkina, Niger. Mais l'ancienne puissance coloniale française a aussi pris acte du fait que ces pays avaient désormais pour super allié militaire la Fédération de Russie. Il n'y a aucun calcul militaire français dans lequel il soit prévu que M. Macron remporte une guerre contre la Russie. Il ne peut pas vaincre la Russie en Europe, il ne peut pas la vaincre en Afrique. Il le sait. Donc Louvialet dit que le président Macron a perdu pied au Burkina, au Mali, au Niger, bientôt au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon par attentisme. Non, ce n'est pas par attentisme. C'est parce que le rapport de force militaire, le rapport de force géostratégique sur le terrain n'est plus à l'avantage de la France. C'est terminé. La supériorité militaire de l'armée française sur les armées africaines a pris fin. Et cela a été dit même par quelqu'un qui est très proche encore des intérêts français, que j'ai appelé l'aventurier ambigu de Dakar. Ousmane Sonko, dans sa dernière déclaration. Que dit Ousmane Sonko dans sa dernière déclaration? Il y a un paragraphe de sa dernière déclaration que Louvialet devrait méditer avant d'écrire ses insanités. Je vais lui rapporter ce paragraphe-là qu'il n'a peut-être pas lu. Ousmane Sonko fait un diagnostic. Il fait un diagnostic de l'état de la puissance militaire française en Afrique. Puisque le président Macron dit que sans la France, il y a des États africains qui auraient déjà disparu. Quelle est la réponse que Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, lui a apportée? Je vais aller chercher les propos d'Ousmane Sonko pour ici moucher Louvialet, hein, qui n'a pas pris acte du fait que c'est l'impuissance de la puissance militaire française qui se sanctionne par son retrait. C'est parce qu'elle ne peut pas se payer le luxe de faire la guerre aux Africains. Elle n'en a plus les moyens. Elle n'en a plus les moyens, elle n'en a plus les effectifs, elle n'en a plus. Alors, Ousmane Sonko, on lui donne la parole. Je vais simplement aller voir le paragraphe de sa dernière déclaration où il l'a dit clairement. Ousmane Sonko. Alors, hop, qu'est-ce qu'il a dit? Sonko Ousmane, je vais sur sa page, j'y suis. Voilà, hop. Voilà. Quand il dit, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin, Emmanuel Macron a déclaré qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France s'était déployée. Fin de citation. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Que dit Ousmane Sonko là? Je répète les propos d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ousmane Sonko acte le fait que la France n'est pas une puissance militaire capable de contraindre les Africains aujourd'hui. Il dit qu'elle n'a ni la capacité de sécuriser l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains savent très bien que l'armée française ne peut plus les soumettre militairement. Il y a peut-être des gens à Paris qui continuent à penser qu'ils ont la possibilité de vaincre militairement les Africains. Mais les Africains savent que l'armée française ne peut plus les battre militairement. Elle ne peut pas recoloniser militairement l'Afrique. Ce n'est pas possible. Même le prétendu modéré du Sénégal,
que j'ai appelé pour le critiquer, l'aventurier ambigu Ousmane Sonko le sait. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Voilà. La capacité, n'a pas la capacité. Et moi, quand j'ai vu à Niamey, en visitant Niamey la première fois, en 2023, j'ai été sur la base 101, où étaient stationnées les troupes françaises. Et j'ai vu le dispositif qu'il y avait autour de ces troupes. Mais j'ai compris pourquoi ils sont partis. Ils ne pouvaient pas vaincre militairement l'armée nigérienne. Vu la manière dont ils étaient encerclés par l'armée nigérienne et par le peuple nigérien, ils avaient tout à fait intérêt à partir pacifiquement. C'était un rapport de force militaire à Niamey qui a déclenché le départ de l'armée française. Ce n'est pas un rapport de force imaginaire. Ils ne pouvaient pas engager une action militaire contre l'armée nigérienne. C'était trop risqué pour les troupes françaises. C'est un fait. Les historiens militaires qui peuvent aller visiter le Niger et revoir les événements de cette période-là pourront attester de ce que je vous dis. C'était un rapport de force militaire défavorable à l'armée française qui explique qu'elle n'ait pas attaqué le Niger à partir de la Côte d'Ivoire, qui explique qu'elle se soit retirée, en fait, du Mali, retirée du Burkina, retirée du Niger, même du Tchad. C'est parce que l'armée française a évalué sa capacité à attaquer militairement ces régimes. Et elle s'est rendue compte qu'il pourrait y avoir un effet domino désastreux pour tout son dispositif si elle se permet une attaque frontale contre un pays africain. Bref, en fait, en 2025, nous ne sommes plus à l'époque de 2011, où Sarkozy, Obama, Kadhafi se levaient et se mettaient à bombarder un pays comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et l'armée française a pris acte, et les dirigeants français ont tout à fait pris acte que le rapport de force militaire, même sur le terrain, a changé. Écoutez, au Sénégal, il y a 300 militaires français à tout prendre. Vous pensez que 300 militaires français peuvent soumettre le Sénégal? Il y a des milliers de militaires français au Tchad, mais il y en a infiniment plus de Tchadiens. Et les militaires français qui sont au Tchad, il y a longtemps qu'ils n'ont plus combattu vraiment en situation réelle. L'armée tchadienne est sur le terrain, elle est plus aguerrie en Afrique que l'armée française. Parce qu'en fait, l'armée française est toujours restée en deuxième plan par rapport à toutes les opérations qu'elle a menées. Les Africains devant, elle derrière. Vous ne voyez pas l'armée française aujourd'hui prendre le risque de se mettre nez à nez avec 3-4 armées africaines. Mais ça va être la Bérésina, ça va être pire que la défaite de Napoléon aux portes de la Russie. Ça va être pire que Bien Dien Phu. Donc, je voudrais que Lou Vialet et tous les spécialistes parisiens, les affaires africaines, prennent acte du changement du rapport de force militaire. Bien sûr, il y a un argument qu'on peut toujours dire. Ah, la France dispose de l'arme atomique. Mais les alliés de l'Afrique en disposent aussi. Oui! Parce que le dernier argument, l'argument suprême pour menacer les Africains, c'est nous avons des bombes atomiques, on va vous en jeter. Mais nos alliés en ont aussi. Nos alliés en ont aussi. Ça ne sert à rien de nous menacer d'agression atomique. Les alliés de l'Afrique en ont aussi. Donc, dans ces conditions, la question militaire a été évacuée par le rapport de force. Et Lou Vialet, dans son article, part du principe que l'armée française aurait toujours une supériorité militaire qu'elle n'a pas utilisée. Elle ne l'a plus. La France n'a plus les moyens d'assurer la domination, la suprématie militaire sur l'Afrique. Voilà d'ailleurs pourquoi le dispositif militaire français est en train de s'encastrer dans le dispositif militaire de l'OTAN. Voilà pourquoi sont les États-Unis qui mènent la barque de l'Occident maintenant en Afrique, parce que c'est la seule puissance qui en a encore les moyens en Occident, les Américains. Tous les autres s'accrochent derrière l'OTAN, s'accrochent derrière l'Africom, le commandement américain créé pour l'Afrique, et marchent dans son sillage. Voilà la vérité. Deuxième paragraphe. Depuis la fin de l'opération Barkhane, près de 200 civils ont été auditionnés. Mais ils ont été auditionnés où? Ces civils-là, en quoi sont-ils représentatifs du peuple malien? Ils ont été auditionnés par qui? Quelles sont les garanties que ces civils ne sont pas des personnages imaginaires? Qui les a auditionnés? Monsieur ne nous dit pas. Tous ont vécu l'arrivée de Wagner au Mali comme un basculement dans l'horreur et regrettent le départ du protecteur français. Mais monsieur Lou Vialet, il faudrait étudier l'histoire des crimes de guerre de l'armée française au Mali. Depuis, prenons simplement le XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours. Et il n'y a aucune comparaison possible entre les crimes de guerre de l'armée française au Mali et tout ce qu'on pouvait inventer sur les alliés russes de l'armée malienne. Il n'y a aucune comparaison possible. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française au Mali l'emportent de loin.
Et il faut se moquer de la mémoire malienne et de la mémoire africaine pour prétendre que les soldats français représentent essentiellement des souvenirs positifs et heureux pour les Africains. Un Africain qui connaît l'histoire de son pays ne peut pas avoir la perception que vous prêtez à vos 200 interrogés. Vous avez interrogé qui? Vous prétendez des chômeurs, des étudiants, des bergers, des comptables, des gardiens, des pompistes, des infirmiers ou des mères au foyer, qui vivaient dans les communes sécurisées par Barkhane au centre et au nord du pays. Mais Barkhane a sécurisé quelle commune? Tout le temps que Barkhane a été là, il s'est métastasé du nord du Mali vers toutes les autres régions. En 2013, était localisé, géolocalisé dans la partie extrême nord du Mali. Après l'arrivée de Barkhane, est descendu jusqu'aux frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout le territoire malien a été métastasé. Donc la présence de Barkhane a été sanctionnée par une amplification du phénomène. Et depuis que Barkhane est parti, l'État malien est redevenu la principale puissance du territoire malien, reconquérant une base, une ville que l'armée française avait précisément empêché l'armée malienne de conquérir en 2013-2014, Kidal. Nulle part dans son article, ce plumitif ne parle de Kidal. Il ne parle de la reconquête du territoire malien par les forces armées maliennes. Il ne parle de la reconquête de zones que jamais Barkhane n'a aidé l'armée malienne à reconquérir. Nulle part, il ne parle des victoires et des grandes batailles des femmes. Parce qu'il a besoin de justifier, de légitimer le projet de colonisation et de recolonisation ad vitam aeternam de l'Afrique. Continuez, mes chers amis, à mettre des émojis, continuez à partager, continuez à marquer Good Life. D'accord? Donc, ce monsieur-là, il nous parle de Barkhane comme étant l'âge d'or de la coopération militaire entre les puissances étrangères et le Mali, alors que pour les Maliens, rétrospectivement, Barkhane, c'est synonyme de l'effondrement continu de l'État malien. Barkhane a échoué. Et Barkhane ne pouvait qu'échouer puisque le projet de Barkhane, ce n'était finalement pas de mettre fin, mais de le stabiliser au Mali. Parce qu'en fait, Louvialet fait semblant, comme beaucoup de pseudo-spécialistes parisiens, d'oublier que les Africains connaissent la nature de l'opération qui déstabilise le continent. Elle a commencé par la destruction de la Libye, par l'OTAN. Obama pour les États-Unis, Cameron pour la Grande-Bretagne, Sarkozy pour la France, ont consciemment conçu la destruction de la Libye. Donc, les Africains savent très bien que les grandes puissances occidentales sont alliées aux organisations au Moyen-Orient. Et ils comprennent que c'est cette alliance qui les déstabilise également dans leur continent. Vous comprenez? Ça, les Africains le savent. Et ce n'est pas l'article de M. Louvialet qui peut y changer quoi que ce soit. Les Africains savent à quoi ils ont affaire. En 2014-2013, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, demande à Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, de ne pas utiliser le veto russe pour empêcher l'intervention militaire de la France au Mali. Lavrov lui dit, d'accord, la Russie n'interviendra pas, mon cher Laurent, mais vous vous préparez à combattre au Mali les que vous avez armés en Libye. Et voici la réponse de Fabius, c'est la vie. Laurent Fabius répond, c'est la vie. Donc la vie, c'est la duplicité. On arme en Libye, ils attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, et on vient proposer au Burkina, au Mali et au Niger de combattre les qu'on a armés avec eux. Ça s'appelle stabiliser et non pas le combattre. Stabiliser et non pas le combattre. D'accord? Alors donc, troisième paragraphe, leurs témoignages sont aux antipodes des diatribes des putschistes de Bamako. Alors, il faudrait quand même rappeler, puisqu'il parle de putschistes, il parle de junte, que la 5e République française est née d'un coup d'État. Le général de Gaulle, dont d'ailleurs le grade de général avait été annulé, et qui a normalement, selon une enquête récente, fait toute sa carrière comme colonel, et n'a été payé que comme colonel, même comme retraité. Le général de Gaulle, eh bien, a pris le pouvoir en France par une rébellion et un coup d'État. C'est un putschiste. L'appel qu'il a fait le 18 juin 1940 depuis Londres, c'est un appel de coup d'État. C'est un appel au coup d'État. Oui ou non? Nous sommes fiers en France du fait que la 5e République ait pu résister contre Hitler, le nazisme et le fascisme. D'ailleurs, grâce largement aux troupes noires
américaines, noires africaines, aux troupes d'Afrique du Nord, maghrébines, arabes, berbères et consorts. Cette défaite contre Hitler, elle était nécessaire. Ok, mais enfin quand même. Au départ, c'était un coup d'État. Au départ, le général de Gaulle est à la tête d'une junte. Il n'a pas d'abord été élu pour être président de la France. Il a fait la guerre contre le gouvernement qui était légal et légitime. Il l'a renversé. Il a cherché des alliés en Afrique, en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est comme cela qu'il est arrivé au pouvoir. La première fois que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, ce n'était pas par élection. C'était par rébellion, par coup d'État. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière d'écrire l'histoire de la Ve République, vous devez avoir l'honnêteté de dire qu'elle est née d'un coup d'État, d'une rébellion, qu'on a habillé du concept, on va dire, idéalisant et embellissant de résistance. Oui ou non? Donc quand vous parlez des révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, n'oubliez pas les 3 doigts de votre main qui pointent le général de Gaulle, putschiste, fondateur de la Ve République française. Et si vous avez une bonne conscience de cette histoire putschiste, rebelle, de cette histoire, juntarde de la naissance de la Ve République, normalement, vous utiliserez moins hardiment ce type de qualificatif lorsque vous avez affaire à des régimes qui sont populaires, aimés des Africains, des régimes qui ont une légitimité morale et spirituelle au cœur de leur peuple. Alors, leurs témoignages sont aux antipodes, nous dit Lou Vialet, des diatribes des putschistes de Bamako, qui, avec une rhétorique volontairement dégagiste et anticolonialiste, ont causé le départ de la France. Mais est-ce que l'anticolonialisme africain n'est pas justifié? Un pays qui est occupé par des bases militaires d'une puissance étrangère, est-ce que c'est un pays souverain? Un pays qui est occupé par la monnaie fabriquée par une puissance étrangère, est-ce que c'est un pays souverain? Un pays dont les dirigeants sont imposés par une puissance étrangère, est-ce un pays souverain? Un pays qui ne peut pas se référer à sa propre tradition, à sa propre culture pour fonder ses institutions, est-ce un pays souverain? L'anticolonialisme est-il, oui ou non, légitime d'un point de vue intellectuel, moral et politique? Réponse, oui. Donc, le combat anticolonialiste contre la présence néocolonialiste de la France en Afrique est politiquement, moralement, spirituellement et historiquement légitime. Quelle que soit votre manière de vous placer, Lou Vialet, contre ce combat, vous ramez à contre-courant de l'histoire et du sens. Contre-courant, de l'émancipation humaine. 3e paragraphe. Monsieur cite une certaine Mariam, 27 ans, malienne et touareg, qui a été par 5 Russes pendant 2 heures. Mais, monsieur Vialet, qui croyez-vous pouvoir convaincre avec ce genre de récit, fabriqué avec le style romanesque le plus plat, le plus prosaïque dont vous soyez capable? Mariam n'existe pas. C'est une invention de Lou Vialet. Les victimes de Wagner sont des survivants. Rencontrer les mercenaires russes a été un choc. Youssouf, 23 ans, ne peut se départir de l'image de ces bergers morts, brûlés vifs, etc., etc. Youssouf est une invention du cerveau de M. Lou Vialet. Il n'a jamais été au Mali, il n'a jamais mené une enquête au Mali, et qui fabrique de soi-disant témoignages et de soi-disant enquêtes à partir de ses propres fictions. L'apparition des mercenaires est synonyme d'épouvante. On les a entendus débarquer sur des hélicoptères la nuit, etc. Ça sont des scènes d'invasion coloniale. Monsieur Lou Vialet devrait aller lire tous les reportages de guerre qui ont restitué les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française. Ce qu'il raconte là correspond parfaitement à ça. Mais au Mali, nous savons que l'armée malienne, les FAMA, est en alliance avec la Fédération de Russie, donc avec l'armée russe, et que les opérations sont menées dans l'intérêt de la souveraineté, de la protection et de la dignité des Maliens. Nous savons aussi, pour être un visiteur et un connaisseur intérieur du Mali, que les tribunaux maliens fonctionnent. Ils condamnent régulièrement les abus, les excès qui peuvent apparaître ça et là dans le cadre des opérations militaires. L'armée malienne ne bénéficie d'aucune impunité. Les alliés russes de l'armée malienne ne bénéficient d'aucune impunité. Tout ce monde-là agit de façon concertée et dans le cadre des accords de coopération militaire russo-maliens. Écrivez ça. Oh, les incursions sanglantes relatées par les victimes de Wagner sont comparables à des razzias. Vous essayez par tous les moyens possibles de réduire la question de l'indépendance, de la souveraineté du Mali
à une affaire de Wagner. Mais les Africains se fichent pas mal de votre chantage à la Wagner. Parce que même à supposer que le Mali ait passé des accords avec la société militaire privée, la compagnie de mercenaires Wagner, mais ce n'est pas le problème de la France. C'est le problème du Mali. La France est un pays qui détient plusieurs sociétés de mercenaires. Par exemple, celles qui interviennent au Congo et qui soutiennent le régime de Tshisekedi, et qui sont dirigées par des anciens de l'armée française. Hein? Vous n'en parlez pas, Lou Vialet. Toutes les sociétés de mercenaires français qui ont strié l'Afrique, qui ont participé à organiser des coups d'État en Afrique, qui ont organisé des guerres, des déportations, des crimes de masse, vous n'en parlez pas. Et vous pensez pouvoir faire chanter les Africains avec cette histoire de Wagner. Les Africains se fichent pas mal de ce chantage. Les Africains sont imperméables à ce chantage. Parce qu'après tout et avant tout, de toutes les façons, c'est aux Africains de choisir qui reste chez eux, qui vient chez eux et qui part. Ce n'est pas à vous. Alors, maintenant on arrive à la page 26, à la stratégie de M. Lou Vialet qui consiste à dire que l'armée malienne et ses alliés russes sont en train de faire de l'épuration ethnique au Mali. Quel est le but de cette accusation infondée? Le but de cette accusation, c'est de monter les ethnies maliennes les unes contre les autres, dans un schéma comparable à celui qui a été utilisé par les mêmes au Rwanda. On n'a pas oublié que le pouvoir français de Mitterrand soutenait au Rwanda le régime d'Abiyarimana. Le régime d'Abiyarimana, dont les milices extrêmes et radicales s'appelaient les Interahamwe. Il était soutenu par Paris. Et Kagame, pour prendre le pouvoir à Kigali, a exploité ce soutien de Paris aux Interahamwe et au régime de Kigali, alors dirigé par le président Juvenal Habyarimana. C'est profitant de cela et de l'assassinat de Habyarimana que Kagame va piéger ses adversaires, puisque les radicaux du régime Hutu de Habyarimana s'emparent de leurs machettes et commencent à tuer leurs frères Tutsi et Hutu modérés. Voilà la faille par laquelle Kagame a la légitimité morale, spirituelle, militaire pour entrer à Kigali avec ses troupes. Mais enfin, qui a laissé le dispositif se mettre en place? C'est la France de Mitterrand. Aujourd'hui, toutes les études établissent qu'elle voyait venir le et qu'elle ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce que le dispositif lui permettait de renforcer son allié, croyait-elle, qui était Juvenal Habyarimana. Malheureusement, celui-ci est tué par les forces rebelles qui tirent sur son avion et tuent d'un coup, d'ailleurs, 2 présidents. Le président Habyarimana et le président du Burundi, Melchior Ndadaye. Un tir, 2 coups sur l'avion. Donc, Lou Vialet, dans la page 26, essaye de présenter l'armée malienne et l'armée russe comme étant des armées d'épuration ethnique. Il essaye de dresser les communautés Peul, Touareg d'un côté, contre les autres communautés maliennes. Il essaye de dresser la région du Nord contre la région du Sud. Lou Vialet, à la page 28 et à la page 26 et à la page 27, essaye de présenter le Mali comme étant un pays divisé, ethniquement divisé, régionalement divisé, religieusement divisé, un pays qui ne peut que exploser, imploser, et un pays qui ne doit qu'imploser et exploser pour qu'on trouve une paix internationale. Bref, en fait, ces 2 pages sont consacrées à inciter à la partition du Mali, inciter à la division du Mali, inciter à la guerre civile au Mali, inciter à la confrontation des communautés maliennes. Car les faux témoignages mis en épingle par Lou Vialet ont pour but d'exacerber les passions ethniques et de jeter les Maliens les uns contre les autres. Mais Lou Vialet échoue parce qu'il ignore ce que c'est que le Mali. Moi, je connais le Mali. Depuis plus de 10 ans, j'en suis un fils adoptif et je l'ai visité de long en large. Le Mali est l'un des pays les plus mixés, les plus métissés, les plus mélangés d'Afrique noire. Les ethnies que Lou Vialet essaye d'opposer, d'un côté les Peuls et les Touaregs, et de l'autre côté les Bambara, les Dogons et consorts, ces ethnies sont tissées les unes dans les autres. Les familles maliennes sont toutes composées de Bambara,
de Dogon, de Peul, de Touareg. Ce sont des familles mélangées. Et cela s'applique dès le départ à la famille du chef de l'État malien actuel. Vous pouvez juste regarder la famille du président Assimi Goïta. Et vous retrouvez cela dans toutes les familles maliennes. Ce sont des familles où il y a de nombreux liens entre les ethnies, à travers les mariages, à travers les cousinages, à travers les alliances et à travers les interactions culturelles, à travers la langue, à travers les traditions, à travers la mémoire des griots. Les peuples maliens sont des peuples mixés. Louvialais et vos maîtres parisiens, vous ne réussirez pas à déclencher au Mali. Vous êtes vaincus par nos ancêtres angélisés, par le Tout-Puissant, vous êtes vaincus. Vous avez voulu faire de la région de Mopti, le centre du Mali, le point de départ d'épisodes qui avait pour but d'exploser le Mali. Cela ne marchera pas. On a habillé en Dogon des criminels pour s'attaquer à nos frères Peul et déclencher la revanche de la communauté Peul contre leurs frères Dogon. On a habillé en criminels, on a habillé en Peul des criminels pour s'attaquer à nos frères Dogon, dans le but de pousser les Dogons à se venger contre leurs frères Peul. Plusieurs fois, ces opérations de camouflage, ayant pour but de déclencher des épisodes, ont été contrecarrées, non seulement par la sagesse des communautés, mais par la vigilance de l'État et du gouvernement. C'est bien plutôt l'échec de ce schéma qui fait pleurer Louvialais. Les personnages imaginaires qu'il crée ici n'existent pas dans la réalité malienne. Dans la réalité, les communautés maliennes savent que les puissances colonialistes, néocolonialistes et impérialistes ont toujours instrumentalisé le phénomène ethnique pour s'assurer la domination sur le pays. On a besoin d'organiser des crimes contre les Peuls en les attribuant aux Dogons pour créer des frictions entre les communautés Peul et Dogon et imposer la volonté du colon. C'est ainsi depuis la période négrière, en passant par la période coloniale. Et c'est le même schéma que Louvialais teste ici. Il invente un récit de la confrontation ethnique, un récit de la confrontation communautaire, dans l'espoir que cela arrive sur le terrain. Voilà pourquoi les autorités maliennes doivent sérieusement se pencher sur ce genre d'écrit et continuer à juger et à condamner pour incitation au crime contre l'humanité, ce type d'individus, et en leur donnant des mandats d'arrêt internationaux. Lui qui fait ses enquêtes sur le Mali en restant dans son bureau à Paris, lui qui a un enquêteur dans sa tête, il faudra qu'il sache qu'avec ce genre d'écrit, il ne pourra pas circuler en Afrique noire. Il ne pourra même pas venir pour aller en vacances. Il ne pourra pas venir. Parce que ça, ce type d'écrit est un écrit potentiellement criminel. Ce sont des écrits qui ont pour but d'exacerber les passions ethniques, qui ont pour but d'exacerber le tribalisme, qui ont pour but de jeter les Africains les uns contre les autres, afin d'affaiblir les États africains et de rendre possible leur recolonisation. C'est ça le but de l'écrit. Il n'y a aucune trace de source, aucune trace de fiabilité des sources qui sont évoquées. Dans la dernière partie de son écrit, le fameux monsieur Louvialais, après avoir fait de la manipulation ethnique, de la manipulation régionaliste et religieuse, dans le but d'exacerber et, croit-il, de servir le projet de recolonisation par la division au Mali, cette fois-ci, il affirme une thèse énormément contre-intuitive, une thèse incongrue. Il dit que les Maliens sont nostalgiques de l'époque de l'occupation militaire française. Il invente des Maliens imaginaires qu'il aurait rencontrés en Mauritanie, qu'il aurait rencontrés en Algérie. Des Maliens imaginaires qu'il aurait rencontrés hors du Mali et qui lui disent que le bon vieux temps où toutes les Maliennes et tous les Maliens étaient heureux, c'est quand le Mali était occupé par l'armée française. Mais la question est la suivante, mais pourquoi les Maliens sont-ils massivement sortis un 14 janvier 2022 pour appeler au départ de l'armée française? Vous pensez que les Maliens sont fous? Pourquoi sont-ils levés pour appeler au départ? Dans leur écrasante majorité, ils étaient presque 5 à 6 millions dans les rues du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour appeler au départ l'armée française. S'ils ont demandé à l'armée française de partir, c'est parce qu'ils ont compris que l'armée française ne combattait pas le et que la présence de l'armée française stabilisait le
C'est ce que le Malien et la Malienne ont compris. Ils sont sortis de l'euphorie dans laquelle ils sont tombés en 2013, lors de la première intervention de l'armée française dans cette séquence historique, pour aller vers la réalité. Et je vous rappelle que les Maliens ont pris conscience de cela progressivement. Les premiers Maliens à avoir compris que cette armée ne venait pas combattre, ce sont les militaires maliens. Et le président Assimi Goïta, qui était commandant des forces spéciales du Mali, a eu l'occasion d'être désarmé par l'armée française, alors qu'il voulait aller combattre et qu'il était sûr de remporter des victoires fondamentales contre eux. Lui et ses compagnons ont été désarmés au Mali par l'armée française, empêchés de rétablir l'autorité de l'État malien sur des colonnes ennemies. Donc, la conscience du double jeu de la présence française au Mali, elle a commencé par se faire à l'intérieur des armées. Mais cette conscience existait déjà dans la haute classe politique. C'est par lâcheté que Dioncounda Traoré n'a pas eu le courage de dire la vérité. Très tôt, il aurait pu dire « Monsieur Hollande, je ne vous ai pas demandé d'envoyer vos soldats au sol. Monsieur Hollande, je vous ai uniquement demandé un appui aérien et je vous ai demandé un appui en renseignement. Laissez l'armée malienne au sol, nous pouvons combattre et vaincre ces prétendus qui ne sont rien d'autre que d'ailleurs que vous avez armés au Mali, en Libye contre nous. » C'est le manque de courage de la hiérarchie politique malienne, depuis le temps de Dioncounda Traoré au moins, jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta. C'est cela qui explique le retard de la réaction de la population malienne. Parce que si la population malienne possédait les informations sur ce double jeu de l'intervention française très tôt, la population malienne, là, le peuple malien, je connais sa psychologie. Elle aurait forcé les dirigeants à demander à l'armée française de partir. Parce que je tiens à vous dire que ce sont d'abord les Maliens. C'est d'abord le peuple malien, dans son écrasante majorité, qui a demandé au départ l'armée française. Ce ne sont pas les militaires. Ce ne sont même pas les politiques. La cause du départ de l'armée française du sol malien a d'abord triomphé dans la société civile malienne. Dans le Sahel, ne prend pas en compte les conséquences négatives sur la stabilité à long terme. Son intervention a également renforcé une logique de militarisation de la région. Cette approche, fondée principalement sur des actions militaires, a laissé de côté des solutions politiques et sociales durables. Par ailleurs, la présence prolongée de l'armée française dans ces pays a été perçue comme une forme de néocolonialisme, alimentant un sentiment anti-français croissant dans plusieurs pays de la région. D'un autre côté, les critiques de Franklin Nyamsi méritent d'être prises en compte, car il souligne l'importance de considérer les implications géopolitiques de telles interventions militaires. Selon Nyamsi, l'opération Barkhane n'a pas permis de résoudre les racines des conflits dans la région, qui sont liés à des questions politiques, économiques et sociales internes. En imposant une solution militaire à un problème complexe, la France a souvent négligé la nécessité d'un dialogue interne entre les nations africaines, qui sont les mieux placées pour comprendre leur propre dynamique. Il est également important de souligner que l'opération Barkhane a renforcé la dépendance des pays africains vis-à-vis des puissances extérieures, en particulier de la France. Cela va à l'encontre de l'idée d'une Afrique souveraine et autonome, capable de gérer ses propres crises. En s'appuyant excessivement sur l'intervention extérieure, les États africains ont été découragés de développer leurs propres capacités militaires et politiques, créant une dépendance à long terme. De plus, l'opération Barkhane n'a pas favorisé un renforcement des institutions locales ni des processus démocratiques, souvent mis à mal dans des contextes où la stabilité est fragile. L'argument de Loup Vialet selon lequel la France a agi en sauveur de l'Afrique est réducteur, car il ignore les résistances locales et les conséquences négatives sur la souveraineté des pays africains. Il s'agit d'une approche unilatérale qui empêche les pays africains de prendre en main leur propre destin. Loin d'avoir apporté une solution à long terme, l'opération Barkhane a renforcé la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures et aggravé l'instabilité dans la région, créant un climat de méfiance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'argument de Loup Vialet sur l'efficacité de l'opération Barkhane comme réponse à la menace terroriste. Franklin Nyamsi a raison de souligner que la solution à ces crises doit venir d'un renforcement des capacités internes des pays africains et d'un soutien aux initiatives locales, plutôt que de maintenir une présence militaire étrangère prolongée. Pour garantir une véritable stabilité, il est essentiel que les nations africaines puissent développer leurs propres solutions aux problèmes de sécurité,
de gouvernance et de développement sans l'ingérence de puissances extérieures.